Chapitre 1. L'ombre de la tour de l'horloge. Le village d'Ashcombe-on-the-Wold, niché dans les collines ondulantes des Cotswolds, jouissait de cette quiétude si particulière au village de la campagne anglaise. Une sérénité absolue, chaque jardin et chaque haie impeccablement entretenus, et pas âme qui vive, hormis le bruit occasionnel d'un jardinier ou le cliquetis des sabots sur les pavés. Pourtant, sous cette apparente quiétude, une certaine agitation planait dans l'air, un frémissement presque imperceptible à l'œil non averti, mais qui, pour ceux qui comprennent la nature humaine, était le premier signe de trouble. Hercule Poirot était arrivé à Ashcombe par le train de midi, sa silhouette fine et précise perchée sur une valise impeccablement cirée. Le chef de gare, un homme maigre au regard constamment plissé et à la méfiance instinctive, avait observé chacun de ses mouvements, sans toutefois oser le moindre commentaire. Les yeux noirs de Poirot, perçants comme l'obsidienne, balayèrent le quai pittoresque de la gare. Tout était en ordre, et pourtant, rien ne satisfaisait pleinement ces petites cellules grises. De la gare, il prit un taxi jusqu'à l'ancien manoir d'Ashcombe, demeure ancestrale de la famille Thorne. Il se dressait à la lisière du village, dominant une douce colline tel un gardien silencieux. Son clocher, qui veillait sur la ville depuis des générations, égrenait son tic-tac solennel, un son à la fois réconfortant et, dans l'esprit de Poirot, d'une attente inquiétante. À l'intérieur, le manoir offrait un tableau parfait de la bienséance britannique. De lourds rideaux atténuaient la lumière du soleil de l'après-midi, des portraits d'ancêtres sévères semblaient dicter la vertu, les parquets cirés reflétaient les lueurs occasionnelles de la cheminée. Un domestique conduisit Poirot au salon où la famille Thorne était réunie. Il y avait Dame Béatrice Thorne, élégante et rigide, les mains jointes sur les genoux comme pour contenir des tremblements invisibles. Ses yeux, perçants et scrutateurs, scrutèrent Poirot avec une curiosité prudente. À côté d'elle était assis Sir Reginald Thorne, son mari, un homme de grande taille, au nez aquilin et à l'air constamment agacé par le moindre détail, salua Poirot d'un hochement de tête superficiel. Parmi la famille se trouvaient également les enfants Thorne. Julien, l'aîné, dont le regard inquiet trahissait à la fois impatience et ambition, Éléonore, calme, presque éthérée, et pourtant observatrice d'une manière qui laissait deviner des secrets, et Mathilda, la plus jeune, dont l'agitation nerveuse laissait deviner qu'elle avait déjà pressenti la tension que Poirot ressentait maintenant dans la pièce. L'arrivée de Poirot, bien qu'officiellement mondaine, était en réalité d'ordre professionnel. Une simple curiosité. Une lettre l'avait amené là. Un billet énigmatique d'une main inconnue, sollicitant sa présence sans explication. Poirot, toujours méticuleux, avait déjà reçu de telles invitations. Elles étaient rarement vaines ou insignifiantes. Installé dans un fauteuil à haut dossier, il observa non seulement le mobilier et le décor, mais aussi les gens, chaque geste, chaque frémissement des yeux. Même les domestiques, jetant de temps en autre un coup d'œil derrière les portes, laissaient transparaître une certaine anxiété. Les petites cellules grises de Poirot se mirent à tourner doucement. « Madame, dit-il en se tournant vers Lady Béatrice avec une révérence courtoise, votre demeure est, comment dire, des plus charmantes. Pourtant je perçois une tension, un petit nuage dans cette journée par ailleurs ensoleillée ?» Lady Béatrice serra les lèvres et inclina la tête. « Oui, on pourrait dire ça. Il y a eu des événements troublants, des broutilles peut-être, mais suffisants pour perturber la maisonnée. » Sa voix trembla légèrement, trahissant une inquiétude qu'elle ne parviendrait pas à exprimer pleinement. Poirot hocha la tête en joignant les doigts. « Ah, le cœur humain est souvent étranger à lui-même. Mais n'ayez crainte, madame, je vais observer et, s'il le faut, faire éclater la vérité. » Dehors, le clocher sonna 2 heures, ses graves carillons résonnant dans les murs du manoir. Poirot prit ça les yeux. Un rythme, une cadence, autant d'indices à déchiffrer. Car à Ashcombe-on-the-Wold, sous le vernis de la civilité et l'élégance des demeures ancestrales, quelque chose de sombre s'agitait. Quelque chose qui aurait mis à l'épreuve même l'intellect formidable d'Hercule Poirot. Ainsi, le décor était planté. Tranquillement, méticuleusement.
pour un mystère qui allait se dévoiler non pas dans la précipitation, mais avec la subtile précision de l'esprit humain scruté. Chapitre 2. Le meurtre sous l'horloge. Le soleil matinal avait à peine caressé les contours d'Ashcombe Manor qu'un cri strident déchira les couloirs, brisant la quiétude délicate de la demeure. Poirot, attablé devant son thé soigneusement disposé, haussa un sourcil d'un air entendu, comme si ce cri était moins une surprise qu'un événement inévitable du cours des choses. « Mon Dieu !» murmura-t-il, « il se trame quelque chose, et c'est urgent. » Il se leva avec la grâce d'un homme habitué à commander, sa canne tapotant rythmiquement le parquet ciré. Dehors, devant le salon, les domestiques s'affairaient dans un silence pressant, le visage pâle et les lèvres serrées. Poirot suivait le moindre mouvement de la foule, ses petites cellules grises déjà en éveil. Chaque tressaillement, chaque regard, chaque hésitation pouvait être un indice. La source du cri était Mathilda Thorne, la benjamine de la famille, debout au pied du grand escalier, les mains tremblantes et les yeux écarquillés de stupeur, s'écria « C'est Julian !» en désignant la bibliothèque. « Il est là !» Le regard perçant et analytique de Poirot scruta aussitôt la pièce au-delà de l'escalier. La porte de la bibliothèque, habituellement verrouillée la nuit, était entr'ouverte. Il remarqua l'angle précis de son ouverture, la légère égrafure sur le tapis près du seuil. Chaque détail comptait. Dans la bibliothèque, Julian Thorne gisait étendu sur le tapis oriental, le visage pâle, les yeux grands ouverts et fixes, une plaque de sang s'étendant sur lui. Un lourd chandelier en laiton reposait à proximité, une arme potentielle. Pourtant, Poirot ne tira aucune conclusion hâtive. La position du corps de Julian, le léger parfum d'amande dans l'air, les papiers éparpillés sur le bureau, tout cela murmurait une histoire que seul un esprit sensible aux subtilités pouvait déchiffrer. « Calmez-vous, mes amis, » dit Poirot d'une voix à la fois maîtrisée et ferme. « Reculez, ne touchez à rien. La vérité est fragile, comme un papillon. Il ne faut pas l'écraser à la hâte. » La maisonnée s'embrasa de murmures et de confusion. Lady Béatrice s'affaissa dans un fauteuil, le visage blême. Les traits fins de Sir Reginald se crispèrent. Ses mains tremblaient imperceptiblement, un détail que Poirot remarqua aussitôt. Éléanore, debout près de la fenêtre, semblait d'un calme presque surnaturel. Le regard à la fois lointain et attentif. Quant à Mathilda, elle tremblait sans cesse, mais ses yeux se portaient constamment sur la cheminée où un portrait solitaire était accroché de travers. Poirot consignait chaque expression, chaque tic, même le plus infime. Il s'approcha du corps de Julian, s'agenouillant avec une méticulosité extrême. Ses doigts gantés ne touchèrent pas la victime, mais restèrent en suspens au-dessus, comme pour recueillir l'histoire dans l'air même. Une légère odeur d'amande, de cyanure. L'esprit de Poirot s'emballa, reliant les événements chronologiques, les motifs potentiels et les subtiles dynamiques qu'il avait observées depuis son arrivée. « Du cyanure », murmura-t-il, presque inaudible, mais pas à l'intention des personnes présentes. Un crime de précision, d'intention. Poirot porta ensuite son attention sur la bibliothèque elle-même. Les portes-fenêtres étaient verrouillées, la pièce intacte, hormis quelques papiers éparpillés sur le bureau. Pourtant, une trace de cendre détonnait avec le reste de la cheminée, un indice précoce négligé par les domestiques affolés. Une horloge sur la cheminée s'était arrêtée précisément à 7h15. Chaque détail, compris Poirot, faisait partie d'une énigme minutieusement élaborée. « Qui a découvert le corps ?» demanda-t-il d'une voix calme mais autoritaire. « Je l'ai fait !» balbutia Mathilda. « Je suis venue chercher Julian pour le petit déjeuner et je l'ai trouvé !» Sa voix se brisa, et Poirot remarqua comment ses mains serraient le délicat mouchoir en dentelle. De la nervosité, certes, mais aussi une mesure précise de la vérité par rapport à l'exagération. Le regard de Poirot parcourut une dernière fois la pièce. « Très bien, que personne ne quitte cette pièce, » ordonna-t-il en se tournant vers Lady Béatrice. « Nous devons comprendre avec précision le déroulement des événements. Chaque mouvement, chaque parole, chaque geste doit être justifié. Je vous assure, la solution ne réside pas dans la panique, mais dans l'observation. » La mâchoire de Sir Reginald se crispa. « Et vous pensez pouvoir résoudre cela, monsieur Poirot ?» demanda-t-il bien que sa voix trahisse une pointe de peur. Poirot esquissa un sourire, empreint de cette petite fierté assurée qui accompagnait toujours ses enquêtes. « Monsieur, l'esprit est un instrument délicat, et je suis attentif. »
Dehors, le vent agitait les branches des arbres, projetant de longues sombres sur le domaine. À l'intérieur, l'apparente perfection d'une famille s'était brisée. Sous le clocher, où le temps semblait suspendu, les fils d'un drame mortel commençaient à dérouler. Et Hercule Poirot, toujours aussi méticuleux, était déjà à l'œuvre. Chapitre 3. L'arrivée des questions. Les événements du matin avaient plongé Ashcombe Manor dans un silence confus. Les domestiques chuchotaient derrière des portes closes, les rideaux restaient tirés, et une légère odeur de cyanure planait dans l'air comme une accusation muette. Hercule Poirot, debout dans la bibliothèque, Julian Corn gisant devant lui, ne se précipita pas. Il ne se précipitait jamais. En réalité, l'essence même de sa méthode d'enquête reposait sur la patience, l'observation et une fine compréhension de la psychologie humaine. « Madame », commença-t-il en se tournant vers Lady Béatrice qui restait immobile, les mains jointes comme pour se retenir, « vous comprenez que pour l'instant, il est nécessaire que je vous pose des questions. Chaque mot que vous prononcez, chaque geste est important. N'essayez pas de vous tromper vous-même, ni de me tromper. » Lady Béatrice acquiesça, un léger tremblement parcourant ses doigts. « Bien sûr, monsieur Poirot, je vous dirai tout ce que je sais. » Le regard de Poirot parcourut la pièce. Éléonore Dorn demeurait près de la fenêtre, le visage pâle mais les yeux perçants. Mathilda serrait son mouchoir de dentelle, tremblante mais attentive. Sir Reginald, son calme habituel s'effritant, s'appuyait contre le rebord de la cheminée. Poirot analysait chaque posture, chaque infime mouvement de la main ou du pied. « À présent, dit Poirot en s'asseyant avec une précision méticuleuse, commençons par la chronologie. À quelle heure M. Julian s'est-il levé ce matin ?» Lady Béatrice répondit sans hésiter. « Vers 7 heures. Il devait prendre son petit déjeuner dans le hall principal, mais il s'attardait un moment dans son bureau, comme il le fait souvent. » Poirot hocha la tête en plissant les yeux. « Et qui d'autre était dans la maisonnée à cette heure-là ?»« La maisonnée, comme d'habitude, » dit Lady Béatrice. « Sir Reginald était avec moi dans le bureau pour régler quelques papiers. Éléonore est allée se promener dans les jardins. Mathilda aidait en cuisine. Les domestiques, chacun vaquait à ses occupations habituelles. » Les petites cellules grises de Poirot s'activaient déjà à relier les indices. Le moment, l'occasion, la proximité, autant d'éléments essentiels pour comprendre la nature du crime. Il avançait lentement, son regard s'attardant tour à tour sur chaque visage. « Mathilda, demanda-t-il en voix calme et précise, tu as été la première à découvrir le corps ?»« Oui, monsieur, » murmura la jeune fille. « Je suis allé chercher Julian pour le petit déjeuner. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il n'a pas répondu. Quand j'ai ouvert la porte de la bibliothèque, sa voix se brisa et elle déglutit difficilement. Poirot ne laissa rien paraître de son impatience. Chaque fluctuation de son émotion était un indice précieux. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel avant cet instant ?» demanda Poirot d'un ton doux et inquisiteur. Mathilda secoua la tête. « Non, sauf que la cheminée, il y avait une odeur, une légère odeur sucrée. J'ai pensé que c'était peut-être quelque chose qui brûlait. » Les yeux de Poirot brillaient légèrement. « Ah, vous percevez les subtilités, oui. Très bien. Cette odeur, je crois, est importante, très importante. » Se tournant vers Sir Reginald, Poirot demanda. « Monsieur, vous étiez dans le bureau avec Lady Béatrice ?»« Oui, » répondit Sir Reginald d'un ton sec, la voix étranglée par l'inquiétude. « Nous discutions, enfin, d'affaires de famille. Je l'ai quitté vers 7h30. Je n'ai revu Julian que jusqu'à ce qu'on le retrouve. » L'esprit aiguisé de Poirot remarqua la formulation précise. « En effet, des affaires de famille, » répéta-t-il doucement, presque pour lui-même. « Une description convenable. Pourtant, bien souvent, ce que nous appelons affaires de famille cache des secrets. » Éléonore, qui restait silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. « Je me suis promené dans les jardins. Le matin était frais, la rosée encore perceptible. Je n'ai vu personne, à l'exception d'un jardinier près de l'aile ouest. » Elle vacilla, trahissant un léger malaise à peine perceptible. Le regard de Poirot s'attarda sur elle. Même les mots les plus discrets peuvent être des armes ou des masques. Poirot se leva et se dirigea vers les fenêtres de la bibliothèque. Il scruta attentivement l'allée du jardin,
remarquant des empreintes de pas dans la rosée, la légère trace des bottes d'un jardinier et l'angle précis de la lumière matinale. Il savait que le timing serait essentiel pour reconstituer le déroulement des événements. « Très bien », dit Poirot en se tournant vers eux tous, « chacun doit être disponible pour un interrogatoire plus approfondi. Rien n'est anodin. Un regard, une hésitation, un lapsus, tout peut révéler la vérité. J'aurai également besoin d'une liste de tous les objets se trouvant dans le bureau de Julian. Chaque lettre, chaque livre, chaque petit objet. » Tandis que Poirot parlait, le carillon de l'horloge du clocher résonna dans le manoir. Ce son qui semblait auparavant purement ornemental était désormais chargé d'un pressentiment funeste. Le regard de Poirot se porta sur l'horloge, pensif. Le sens du timing, le détail subtil, la pression psychologique étaient les outils du véritable détective. Il s'approcha de la cheminée, remarquant la légère trace de cendre mentionnée par Mathilda, les livres soigneusement rangés sur l'étagère et le chandelier qui aurait pu constituer un indice trompeur. Ses neurones travaillaient sans relâche, reliant le mobile, les moyens et l'occasion. « Patience !» murmura Poirot. « Patience et observation. La vérité est toujours précise, comme le coup d'une horloge, et chaque horloge a son secret. » Sous le choc, les membres de la maisonnée s'échangèrent des regards inquiets. Car Hercule Poirot n'était pas arrivé en simple visiteur, mais en observateur de la nature humaine dans ce qu'elle a de plus brut. Et déjà, les premiers fils de la tromperie, de la peur et des motivations cachées commençaient à s'entremêler, formant un tapisserie que seul son esprit pouvait démêler. La matinée était passée, mais le manoir d'Ashcombe demeurait figé dans un silence nerveux. Dehors, le vent bruissait dans les arbres, agitant les feuilles d'une énergie fébrile qui semblait refléter le malaise qui régnait dans la maison. À l'intérieur, Hercule Poirot se déplaçait avec un calme délibéré, sa silhouette menue contrastant avec la tension sous-jacente qui pesait sur la famille Thorne et leur personnel. « Mes amis », commença Poirot d'une voix douce et précise, « il ne suffit pas de savoir ce qui s'est passé. Il faut comprendre comment, pourquoi et par qui. Et pour cela, il faut être attentif. Attentif aux gestes, aux hésitations, aux moindres détails d'expression. » Il se rassit dans le salon, face à Lady Béatrice, Sir Reginald, Éléanore et Mathilda. Les domestiques se tenaient discrètement derrière une porte entr'ouverte, témoins silencieux. Le regard de Poirot passait d'une personne à l'autre, s'arrêtant presque imperceptiblement, comme s'il lisait des secrets non pas dans les mots, mais dans la posture même du corps. « Sir Reginald, dit Poirot, vous avez quitté votre bureau peu après 7h30. Or, la servante, Mathilda, a trouvé Julien à 7h45. Il y a donc 15 minutes inexpliquées. Que faisiez-vous pendant ce temps ? » La mâchoire de Sir Reginald se crispa. « Je parcourais les couloirs, vérifiant que tout était en ordre. Rien de plus. » Sa voix laissait transparaître une pointe d'irritation, mais le regard de Poirot perçut autre chose. Une hésitation, une fugace ombre de culpabilité. « Et Lady Béatrice, poursuivit Poirot, vous étiez avec Sir Reginald jusqu'à 7h30. Nous avons examiné ensemble les comptes du domaine. Je suis ensuite retourné au salon pour écrire des lettres. » Ses mains jouaient légèrement avec un mouchoir. Poirot remarqua ce léger tremblement, un indice subtil, mais qu'il nota attentivement. Éléanore, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. « Je ne suis rentré qu'à 7h45. Je pensais qu'une promenade dans le jardin me permettrait de me vider la tête. Je n'ai croisé personne dans les couloirs, à l'exception d'un jardinier près de l'aile ouest. » Ces paroles étaient précises, mais Poirot perçut une légère hésitation avant qu'elle ne mentionne le jardinier. « Hein, murmura Poirot. « Le jardinier. Et vous l'avez observé faire quoi, précisément ?» Éléanore hésita. « Il était en train d'arranger les parterres de fleurs, je crois, mais je ne peux pas être certaine de l'heure. Seulement, j'ai trouvé étrange qu'il s'attarda près de la fenêtre de la bibliothèque. » Poirot plissa les yeux. Un jardinier s'attardait près de la fenêtre de la bibliothèque, le moment était opportun, l'occasion idéale pour une observation. Rien n'échappait à ces petites cellules grises. « Mathilda, dit-il doucement, as-tu noté une douce odeur près de la cheminée ? » ?»« Oui, monsieur, c'était très faible, mais inhabituel. »« Exactement, dit Poirot. Et pourtant, le chandelier au sol est en laton. Il pourrait servir d'une arme, et pourtant, il ne l'est pas. La fumée, l'odeur, nous devons envisager toutes les possibilités. Il y a une méthode, mes amis. Une méthode et une intention. Du poison, peut-être, ou une ruse subtile pour nous induire dans l'erreur. » Poirot marqua une pause.
laissant le silence s'installer, incitant la maisonnée à se dévoiler par la seule tension. Il observa sur Réginald tapoter du doigt contre la cheminée, Lady Béatrice lisser le tissu de sa robe, Éléanore détourner le regard vers la porte et les mains de Mathilda tremblaient autour de son mouchoir. Chaque mouvement, même infime, était, il le savait, une clé pour comprendre l'esprit humain sous pression. « Maintenant, je dois vous interroger tous », dit Poirot en se redressant de toute sa hauteur. « Au sujet des relations, qui avait des raisons d'éprouver de la colère, du ressentiment ou de l'ambition envers M. Julien ? Julien, c'était mon fils. Nous avions des désaccords, comme c'est souvent le cas entre pères et fils, mais rien de plus. » Les lèvres de Lady Béatrice se pincèrent. Julien était parfois difficile, mais rien d'extraordinaire. Éléanore parla doucement. Il y avait des disputes, oui. Il était ambitieux, parfois cruel, mais je ne peux pas dire qu'il avait des ennemis dans la maison. Les yeux de Poirot pétillaient d'intérêt. Des tensions subtiles, des griefs inavoués. Les strates de la vie familiale, riches de complexité humaine, dissimulent toujours des vérités que seule une observation attentive peut révéler. « Mes amis, dit Poirot, finalement, nous devons comprendre non seulement qui pourrait vouloir nuire, mais aussi comment cela aurait pu être fait sans qu'être découvert. Chaque fenêtre, chaque porte, chaque mouvement de domestique, j'aurais besoin de compte-rendu complet. Et chacun de vous, le moindre souvenir, le moindre geste, peut éclairer ce qui semble être caché. » La maisonnée était plongée dans un silence pesant, absorbant le poids des paroles de Poirot. Dehors, le vent agitait les branches des arbres comme pour faire écho au trouble qui régnait dans la maison. Le regard de Poirot s'attarda sur le clocher, dont les aiguilles étaient figées à 7h15, un instant suspendu où la vie et la mort s'étaient croisées. « Patience, mes amis, murmura Poirot. Pour l'instant, la vérité se cache, délicate et précise. Mais en temps voulu, tout sera révélé. » Sur ce, il se retira dans sa chambre pour organiser ses observations, discernant déjà des schémas là où d'autres ne voyaient que chaos. Dans les couloirs silencieux du manoir d'Ashcombe, chaque murmure, chaque regard, chaque hésitation était devenue une pièce du puzzle. Et Hercule Poirot était déterminé à l'assembler, pièce par pièce. Chapitre 5. Ombre et soupçons. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres langoureuses sur Ashcombe Manor, baignant les couloirs d'une teinte dorée et accentuant le malaise ambiant. Dans la bibliothèque, Hercule Poirot poursuivait ses observations discrètes, se déplaçant avec la précision d'un chirurgien examinant un mécanisme délicat. Chaque pas, chaque froissement de papier, chaque regard nerveux était un indice potentiel, ou une ruse habile. Poirot avait de nouveau réuni toute la maisonnée. Lady Béatrice, sœur Réginald, Éléanore, Mathilda et les domestiques les plus importants se rassemblèrent dans le salon. Même le jardinier, un homme corpulent nommé M. Collins, avait été convoqué. Le regard perçant de Poirot parcourut chacun, s'attardant sur les moindres détails. Une tache de cendre sur une manchette, un léger tremblement de la main, un évitement délibéré du regard. « Mes amis, commença Poirot d'une voix à la fois douce et autoritaire, nous devons considérer non seulement ce que nous voyons, mais aussi ce qui est caché. La vérité se dissimule souvent sous des couches de tromperie, là où l'esprit tente de se protéger ou de duper autrui. » Il marqua une pause, laissant ses paroles faire leur chemin. Prenez par exemple le chandelier de la bibliothèque. On dirait qu'il a servi d'arme. Pourtant, les blessures, non mes amis, les signes subtils, indiquent le contraire. La vérité est plus nuancée, plus délibérée, il faut chercher ailleurs. Il se tourna vers M. Collins. « Monsieur, vous étiez près de l'aile ouest ce matin. Que faisiez-vous exactement et à quelle heure ?» Le jardinier se redressa mal à l'aise. « Je m'occupais des parterres de fleurs, monsieur, vers 7 heures, jusqu'à un peu avant 7h30 peut-être. Je n'ai rien vu d'inhabituel. » Poirot plissa les yeux. « Vous n'avez vu personne entrer ni sortir de la bibliothèque ?» Monsieur Collins hésita puis murmura « Ben, il me semble avoir vu l'ami de Julien, monsieur Larrison, quitter l'aile ouest, mais je peux me tromper, ce n'était qu'un instant. » Les petites cellules grises de Poirot s'agitèrent. Harrison, un vieil ami de Julien rencontré à l'université, avait récemment rendu visite à Ashcombe sous couvert d'une simple camaraderie. Pourtant, Poirot perçut dans cette observation fugace un germe subtil de manipulation. Il se le rappela.
Les apparences peuvent être trompeuses, et il faut être vigilant. Il se tourna ensuite vers Éléanore. « Tu as parlé d'une promenade dans le jardin. As-tu vu quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui se comportait bizarrement? » Seulement M. Harrison, comme l'a dit le jardinier. Il semblait tendu, presque comme s'il cachait quelque chose, mais je ne saurais dire quoi. Les lèvres de Poirot esquissèrent un léger sourire pensif. La tension. La moindre émotion peut induire l'observateur en erreur, mais elle peut aussi révéler la vérité. Lady Béatrice intervint, la voix étranglée par l'anxiété. « Monsieur Poirot, il faut bien envisager que ce crime puisse être l'œuvre de quelqu'un d'extérieur à la maison. » Poirot secoua légèrement la tête. « Madame, dans les affaires de précision et de subtilité, le coupable est rarement extérieur. C'est au sein du cercle que l'on trouve le plus grand nombre de motifs, de moyens et de connaissances. L'esprit qui conçoit ces affaires doit connaître intimement la maisonnée. » Sir Réginald fronça le cieux. « Vous pensez que ça pourrait être l'un de nous? Un membre de la famille ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « Je ne pense pas, monsieur. »« Je sais. Mais il faut laisser le temps à l'observation. La vérité, comme toujours, finira par se révéler non par conjecture, mais par l'étude patiente de la nature humaine. » Il demanda ensuite aux domestiques de relater chaque action effectuée depuis la veille au soir, en relevant même les plus moindres incongruences. De petites contradictions commençaient à apparaître. Un domestique affirmait avoir été dans la cuisine, tandis qu'un autre témoignait les avoir vus près de l'aile ouest. La description vague des déplacements d'Harrison par Éléanore et une légère trace de cendre près de la cheminée de la bibliothèque. Il laissa ces contradictions s'installer dans l'esprit de la famille Thorne, créant une tension psychologique subtile. « Voyez-vous, mes amis, dit Poirot, l'esprit lui-même peut tromper. Et c'est ainsi que les coupables se révèlent avant même qu'un mot ne soit prononcé. » L'après-midi avançant, Poirot se retira un instant dans sa chambre, ses pensées tournant à plein régime. Chaque détail, le jardinier, Harrison, les membres de la famille, la cendre, le chandelier, les odeurs, étaient catalogués et analysés. Rien n'était insignifiant. Dehors, les ombres s'allongeaient. Le manoir, jadis havre d'une bienséance impeccable, était devenu le théâtre de secrets, de mensonges et de ressentiments inavoués. Et sous le clocher, le temps lui-même semblait palpiter dans une douce attente. Poirot, comme toujours, gardait son calme. La vérité était là. Cachée, certes, mais précise, comme le tic-tac d'une montre de précision. Et lui, Hercule Poirot, la révélerait en temps voulu. Chapitre 6. Un indice détaillé. Le manoir s'était calmé en fin d'après-midi, mais la tension restait palpable. Le clocher, projetant de longues ombres sur la bibliothèque et le salon, semblait marquer non seulement le passage du temps, mais aussi le lent dévoilement d'un secret. Hercule Poirot, comme toujours, se déplaçait avec une précision chirurgicale, le regard perçant et l'esprit aux aguets du moindre détail. Il retourna à la bibliothèque, où le corps de Julian Thorne avait été découvert, et inspecta de nouveau la pièce. Le chandelier, un temps soupçonné d'être une arme, gisait abandonné sur le sol. La cheminée, qui exhalait encore une légère odeur d'amande, laissait deviner le poison qui avait ôté la vie à Julian. Puis, le regard de Poirot s'arrêta sur un détail insignifiant, une lettre pliée, légèrement dissimulée sous le bord d'un épais tapis. Il s'agenouilla prudemment et souleva le papier du bout des doigts gantés. L'enveloppe était ouverte, adressée d'une main soignée et inconnue. À l'intérieur, la lettre contenait une seule phrase. « Ne faites confiance à personne, pas même à vos proches, le temps révélera la vérité. » Les yeux de Poirot brillaient de compréhension. Subtil, délibéré, énigmatique, exactement le genre de communication qu'un esprit méticuleux laisserait, que ce soit un avertissement, un aveu ou une fausse piste. Il examina soigneusement l'enveloppe à la recherche d'empreintes digitales, remarquant qu'elle ne portait aucune trace des membres de la maisonnée. Il se leva et appela Mathilde, qui était assise tranquillement dans le salon, les mains serrées sur ses genoux. « Ma petite, dit-il doucement, as-tu vu quelqu'un remettre cette lettre ?» Mathilde secoua la tête. « Non, monsieur, je n'ai rien remarqué. C'était juste là, par terre. » Ah, parfois, l'indice le plus important est sous nos yeux. Cette lettre est une énigme.
L'écriture, le choix des mots, l'emplacement même, tout révèle une intention. Il se tourna alors vers Éléanore, qui était restée près de la fenêtre, perdue dans ses pensées. « Éléanore, Julien a-t-il reçu des messages hier? Des mots, des appels, des lettres ?» Éléanore hésita, son regard se portant sur sa mère. « Oui, quelques lettres sont arrivées hier. Juliane n'en a pas beaucoup parlé. L'une d'elles semblait urgente, mais je ne sais pas de qui. » Les petites cellules grises de Poirot se mirent à tourner à plein régime. Une lettre mystérieuse, remise silencieusement, peut-être un avertissement, un aveu, ou une fausse piste. Le moment, l'écriture, le choix des mots, l'emplacement même, tout révèle une intention. « Dites-moi, mes amis, » en disant Poirot en s'adressant à la famille collectivement, qui était au courant des affaires privées de Juliane, qui aurait pu connaître ses habitudes, ses méthodes de travail, l'endroit exact où il se trouvait le matin. Si Réginald fronça les sourcils. Seulement ma famille, peut-être, quelques amis proches. Harrison, comme je l'ai mentionné, était un ami. Yes, mais un ami n'est souvent qu'un voile ténu dissimulant l'ambition, la jalousie ou le ressentiment. Et quelqu'un qui remet une lettre en secret, il sait précisément comment manipuler la perception des autres. Il s'approcha de la cheminée et examina l'oracle du pasquis. Sous la cheminée? Non. Je dirais que plus proche. C'est l'endroit où le poison a fait son effet précis. 1:18:30. Il remarqua la différence entre l'horloge arrêtée et la pendule du hall, qui fonctionnait normalement. Le temps, pensa-t-il, pouvait être manipulé, mais seulement par une personne méticuleuse, connaissant bien la maison et consciente de l'importance des instants précis. Poirot ordonna alors qu'on lui apporte toute la correspondance reçue par Juliane autour de la semaine écoulée. Le moindre mot, le plus infime, peuvent éclairer ce qui semble caché. Et mes amis, ajouta-t-il d'une voix légèrement plus basse, la vérité se dissimule souvent dans des détails si subtils que l'œil distrait ne les remarque même pas. Lady Béatrice, visiblement tendue, murmura « Monsieur Poirot, vous soupçonnez l'un de nous ?» Le regard de Poirot, perçant et inflexible, croisa le sien. « Madame, je ne soupçonne encore rien. J'observe. J'attends. Et puis, lorsque l'esprit aura rassemblé les preuves, la vérité se présentera comme une fleur au soleil, inévitable, précise et indéniable. » Alors que la lumière du soir déclinait, les ombres de la bibliothèque s'épaississaient. Poirot retourna à la lettre en étudiant une encore fois la formulation. C'était un indice, petit, presque imperceptible mais crucial. Un geste, un mot, un emplacement. L'esprit humain, dans sa complexité, avait révélé une contradiction subtile que seule son attention soutenue pouvait discerner. Dehors, le clocher sonna encore, chaque carillon résonnant dans le manoir. À l'intérieur, l'attention régnait toujours, chacun ignorant que le premier vrai indice venait d'être découvert. Et Hercule Poirot, calme et méthodique, s'attelait déjà à tisser l'écheveau complexe qui, avec le temps, mènerait à la démascation du meurtrier. Chapitre 7. D'autres mensonges font surface. Le lendemain matin, Ashcombe Manor s'était métamorphosé, passant d'un demeure majestueux à un théâtre de suspicion. Chaque couloir semblait plus long, chaque regard plus aiguisé. Hercule Poirot, hier temps, évoluait avec un calme imperturbable, observant les réactions nerveuses des individus comme s'il étudiait un mécanisme d'horlogerie. Il avait demandé à la maisonnée de lui fournir un peinte complet des interactions, des habitudes et de la correspondance récente de Juliane. Chaque membre de la famille Thorne s'était exécuté, non sans réticence, et Poirot commençait déjà à déceler des liens qui avaient échappé aux autres. « Mes amis », commença Poirot en réunissant Lady Béatrice, Sir Réginald, Éléanore et Mathilde dans le salon, « l'esprit humain n'est rarement simple. Il est plein de contradictions, de désirs, de peurs et parfois d'ambition. Il faut regarder non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est soigneusement tu. » Il se tourna d'abord vers Lady Béatrice. « Madame, Juliane vous a récemment demandé des fonds supplémentaires pour... Dans quel but ?» Les yeux de Lady Béatrice s'écarquillèrent légèrement. « J'ai supposé que c'était pour ses investissements dans le domaine familial. Il n'a pas donné plus de détails. » Le regard de Poirot était perçant. « Ah, des investissements, oui. Pourtant, les registres financiers révèlent des retraits non justifiés. Peut-être que les motivations de Juliane n'étaient pas purement économiques, ou alors que quelqu'un cherchait à dissimuler une erreur financière. Il faut bien se rappeler que l'argent peut jouer des tours à l'esprit de manière inattendue. » Sir Réginald fronça les sourcils. « Juliane a toujours été ambitieux, certes, mais c'était notre fin. Il n'y a... des motifs cachés ?»
N'est-ce pas? N'est-ce pas? Poirot levait un dit doigt. L'ambition elle-même peut être un motif, monsieur. La jalousie, la rivalité, même au sein d'une famille, ces forces existent. Elles sont subtiles, certes, mais elles agissent silencieusement comme un poison jusqu'à ce que leurs effets soient irréversibles. Il se tourna ensuite vers Éléonore, qui avait écouté attentivement. « Éléonore, es-tu au courant d'éventuels conflits personnels que Julian aurait pu avoir ?» Éléonore hésita, les mains crispées. « Julian, il était proche de M. Harrison, son ami. Pourtant, il y avait des tensions. Julian avait découvert quelque chose concernant les agissements d'Harrison. Je ne connais pas tous les détails, mais cela semblait le perturber beaucoup. Les yeux de Poirot brillèrent. Et Julian en a parlé à quelqu'un d'autre ? Éléonore secoua la tête. Non, il l'a gardé pour lui. Poirot hocha pensativement, prenant note de ces informations, des secrets dissimulés, mais observés indirectement, un terrain fertile pour les motifs. Il s'adressa ensuite à Mathilde. « Et toi, ma petite ? Julian s'est-il confié à toi ou as-tu marqué un comportement inhabituel ces derniers jours ?» La voix de Mathilde était hésitante. « J'ai marqué qu'il recevait des lettres en secret. Certaines étaient ouvertes à la hâte. L'une d'elles semblait particulièrement troublante. Il l'a terrochée rapidement et a caché les morceaux dans son bureau. Je n'en ai vu le contenu. »« Ah » murmura Poirot. « Secret, urgence, trouble émotionnel, tout cela est significatif. Nous commençons à discernir un schéma, des motifs cachés, des actions dissimulées et une tromperie subtile. » Il s'approcha de la cheminée et examina une nouvelle fois la légère trace d'assez. N'oublions pas les preuves matérielles. Une trace subtile, facilement négligée, indique une connaissance des lieux, du moment et des habitudes de la victime. Le coupable est méticuleux, calculateur. Il est peu probable qu'il commette une erreur par négligence. Lady Béatrice, le visage pâle, murmura « Monsieur Poirot, vous voulez dire que c'est quelqu'un dans cette maison ?» Le regard de Poirot parcourut la pièce, perçant et scrutin. « Madame, ce ne sont rarement des forces extérieures qui commettent des crimes d'une telle précision. Ceux qui connaissent la maisonnée, ses habitudes, ses faiblesses, possèdent à la fois l'opportunité et le connaissance. Et au sein de ce cercle, j'ai observé des tensions, des ambitions et des secrets. Chacun est un fil de la toile. » Alors que Poirot parlait, on entendit frapper doucement à la fenêtre. Il se tourna et vit le jardinier, M. Collins, qui se tenait dehors, silencieux, le visage inhabituellement grave. Poirot se dit « Le timing, l'opportunité et l'observation révèlent souvent plus que des aveux. » « Mes amis, » conclut Poirot, « la première strate de vérité a émergé. Nous apercevons désormais les courants cachés sous la surface calme. Mais il reste encore beaucoup à découvrir. Chaque secret, chaque mot non dit, chaque hésitation nous rapproche de la compréhension précise des mécanismes qui se sont déroulés sous la tour de l'horloge. » La maisonnée, plongée dans un silence tendu, réalisait que le moindre de leurs gestes et la vérité qu'ils avaient eue étaient observés, répertoriés et analysés. Dehors, le manoir régnait dans le calme, mais à l'intérieur, la suspicion, la peur et la curiosité commençaient à se mêler. Un cocktail subtil et dangereux qui ne ferait que s'intensifier au fil de l'enquête. Et Hercule Poirot, toujours patient, continuait à laisser se dénouer dans son esprit les fils du mensonge, se préparant au moment où tout serait révélé avec clarté et élégance. Chapitre 8. Le tournant émotionnel. En début de soirée, un silence presque oppressant s'était installé à Ashcombe Manor. La lumière déclinante projetait de longues ombres sur le salon, conférant une atmosphère de suspense à la disposition soignée des meubles, au scintillement de la cheminée et au regard toujours vigilant d'Hercule Poirot. Il avait passé des heures à observer, écouter et poser des questions subtiles, tandis que la famille Thorne et son personnel vaquaient à leurs occupations avec un malaise croissant. Poirot avait de nouveau réuni tout le monde dans la bibliothèque. Lady Béatrice, les mains crispées sur les genoux, sœur Réginald, raide comme un piquet, s'appuyait contre la cheminée. Éléonore, le doigt tendu, se tenait près de la fenêtre et Mathilda tripotait nerveusement son mouchoir. Même les domestiques semblaient s'attarder aux portes, hésitant à déranger, mais incapables d'ignorer l'attention palpable. Poirot commença doucement, d'une voix calme, presque persuasive. « Mes amis, parfois la vérité ne se révèle pas par le seul interrogatoire formel.
Le cœur lui-même, dans les moments de tension émotionnelle, peut dire ce que les lèvres n'osent pas. Il se tourna vers Éléonore. « Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel concernant M. Harrison. Dites-moi, qu'avez-vous remarqué exactement ce matin-là » Éléonore hésita, jetant un coup d'œil à sa mère. Poirot plissa légèrement les yeux, observant le léger changement dans son expression. « Monsieur, Julien, il était inquiet, » admit-elle. « Il avait reçu une lettre qui le troublait beaucoup. Il n'en a parlé à personne. J'ai vu M. Harrison se comporter étrangement près de l'aile ouest, mais je n'ai pas compris pourquoi. » Poirot hocha la tête, pensif. « Oui, et pourtant l'hésitation trahit souvent la vérité. La peur, l'incertitude ou la culpabilité, chacune laisse une trace. Continuez, Éléonore. » Elle prit une profonde inspiration. « J'ai essayé d'en parler à Julien, mais il a refusé. Puis, en revenant du jardin, j'ai aperçu des ombres près de la fenêtre de la bibliothèque. Quelqu'un se cachait, je crois. Je n'ai pas bien vu, mais j'ai senti que quelque chose de terrible allait se produire. » Poirot observa attentivement le dénouement émotionnel. Des indices subtils, le tremblement de ses mains, la rougeur de ses joues, son souffle court, révélaient la vérité là où les mots manquaient. « Très bien, mademoiselle. La peur et l'intuition sont des instruments de l'esprit. Vous avez pressenti le danger parce qu'il existait. Vous avez perçu des indices que d'autres auraient pu négliger. » Il se tourna ensuite vers Mathilda. « Et toi, qu'as-tu ressenti en découvrant Julien ?» La voix de Mathilda n'était qu'un murmure. « Horrifié, monsieur. Je voulais l'aider. Je pensais qu'on pouvait peut-être le sauver. Mais je ne savais pas quoi faire. Tout le monde paniquait. » Poirot acquiesça, enregistrant les réactions émotionnelles. « Exactement, mes enfants. Les réactions émotionnelles, même incontrôlées, peuvent révéler des vérités cachées. Elles peuvent mettre au jour des observations que la seule intelligence ne permet pas de saisir. » Sœur Réginald se remua, un malaise. « Et vous pensez que ces observations ont une importance, Poirot ?» Le regard de Poirot, calme et inflexible, croise à celui. « Monsieur, chaque détail compte. Chaque regard, chaque hésitation, chaque expression subtile, ce sont des fils qui tissent la trame de la vérité. Et ceux qui tentent de dissimuler leurs actes se trahissent souvent par ces signes infimes. » Lady Béatrice, tremblante, finit par prendre la parole. « Monsieur, j'ai perçu parmi nous des signes de ressentiment, des petites querelles, des soucis financiers, le poids des attentes. Peut-être ai-je négligé des signes avant-coureurs. » Poirot esquissa un sourire. « Précisément, madame. On agit rarement sur un coup de tête. La plupart des crimes reposent sur des tensions accumulées, du ressentiment et des secrets bien gardés. Et maintenant, grâce à une observation attentive, nous commençons à discerner des contours du mobile, de l'occasion et de l'attention. » Il marqua une pause, laissant la maisonnée le temps d'assimiler les implications. « Ne désespérez pas, mes amis. La vérité finira par éclater, et avec elle, la clarté. Mais le cœur humain doit d'abord se libérer de ses fardeaux cachés. Ce n'est qu'alors que l'on pourra distinguer le mensonge de la sincérité. » Dehors, le vent agitait à nouveau les arbres projetant des ombres vacillantes sur les murs du manoir. À l'intérieur, la famille Thorne et le personnel étaient visiblement bouleversés, mais certaines vérités avaient été révélées. L'observation d'une activité suspecte par Éléonore, la réaction immédiate de Mathilda et la reconnaissance par Lady Béatrice de ressentiments cachés. Poirot, toujours patient, savait que cette révélation émotionnelle lui avait fourni les éléments nécessaires pour la suite de son enquête. Les subtiles révélations sur la nature humaine, désormais mises au jour, lui permettraient de démêler le vrai du faux. Et sous l'œil vigilant de la tour de l'horloge, les fils du mystère commençaient à se rejoindre, discrètement, inéluctablement et avec précision.
Chapitre 11. La réflexion. La bibliothèque était désormais silencieuse, les flammes du foyer vacillant doucement, projetant une lumière tamisée sur le bois poli et les livres soigneusement rangés. La tempête des événements, la découverte de la mort de Julian Thorne, les interrogatoires, les tensions, la révélation finale étaient retombées. Dehors, le clocher se dressait comme une sentinelle imperturbable, marquant le cours immuable du temps, indifférent aux drames humains. Hercule Poirot, assis dans un fauteuil à la posture impeccable, observa les visages de Lady Béatrice, Éléanore et Mathilda. La maisonnée, jadis tendue et déchirée, respirait désormais un calme fragile. Même Sir Reginald, retenu par les autorités, affichait une résignation silencieuse. « Mes amis », commença Poirot d'une voix douce mais empreinte d'autorité, « dans la vie, nous négligeons souvent les plus petits détails, croyant que seuls les grands gestes définissent les événements. Pourtant, c'est dans les minuties, les expressions subtiles, les hésitations dans les mots, le léger mouvement d'une main que la vérité se cache et simultanément se révèle. » Lady Béatrice hocha lentement mes têtes, toujours pâle mais attentive. « Monsieur Poirot, vous avez tout observé avec une telle minutie. Comment avez-vous su par où commencer ?» Poirot esquissa un sourire. « Madame, on ne commence pas par deviner. On commence par observer. L'attention portée aux détails, au rythme du comportement humain, aux contradictions qui apparaissent dans les paroles et les actes, voilà le point de départ. Et à partir de ces fils, on peut tisser une tapisserie de compréhension, précise et inébranlable. » Il se pencha légèrement en avant, les doigts joints en pointe. « L'esprit, mes amis, est un instrument délicat. Le cœur humain est plein de peur, d'ambition, de ressentiment et de désir. En l'occurrence, Sir Reginald a agi avec précision, misant sur le secret et la ruse. Pourtant, la nature même de l'expression humaine, hésitation, tremblement émotionnel, regard fugace, l'a trahi. » Le regard d'Éléanore croisa le sien, pensif. « Alors même quand on planifie soigneusement, la vérité finit toujours par éclater ?»« Ah, mademoiselle, » répondit Poirot, « la vérité est aussi tenace que le temps lui-même. On peut tenter de la cacher, de la manipuler ou de la déguiser, mais en fin de compte, elle finit toujours par s'imposer. Et ceux qui observent avec patience, attention et intelligence, en faisant appel à leur petite cellule Grays, la verront toujours. » Il jeta un coup d'œil à l'horloge figée, dont les aiguilles marquaient l'instant précis de la mort de Julian. Le temps, comme la vérité, est impartial. Il ne se plie ni à la volonté, ni aux désirs humains. Le clocher a tout observé, sans rien révéler, jusqu'à ce que l'esprit attentif cherche à comprendre. La leçon est simple mais profonde. La justice, la précision et l'intellect dévoileront toujours ce qui est caché. Poirot se leva, ajustant son manteau avec sa méticulosité habituelle. « À présent, mes amis, la vie reprendra son cours. La famille se pansera ses plaies, la maison retrouvera son ordre, et les ombres projetées par cette tragédie s'étomberont. Mais le souvenir de ce qui s'est passé demeurera, comme un rappel du fragile équilibre entre action et conséquence, secret et révélation. » Il se tourna vers Lady Béatrice. « Et souvenez-vous, madame, c'est toujours dans les petits gestes, l'attention soutenue et l'honnêteté du regard que l'on discerne la vérité. C'est l'art de la déduction et la manière dont la justice est la plus certaine. » Sur ces mots, Poirot prit sa canne et, avec la même dignité tranquille qu'à son arrivée au manoir d'Ashcombe, se dirigea vers la porte. Un dernier coup d'œil à la tour de l'horloge, un signe de tête domestique, et il disparut dans la nuit, laissant derrière lui un sentiment d'ordre retrouvé et des esprits apaisés. Dehors, le vent agitait les arbres, emportant le faible carillon de l'horloge. À l'intérieur du manoir, la vie reprenait son cours, apaisée par la raison, l'observation et la sagesse tranquille d'Hercule Poirot, qui avait une fois de plus prouvé que les plus petits détails et l'esprit le plus aigu finissent toujours par révéler la vérité. Chapitre 13. Le registre secret. La lumière du soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres du manoir d'Ashcombe, baignant la bibliothèque d'une douce lueur. Pourtant, cette chaleur ne parvenait pas à dissiper la tension qui persistait. Hercule Poirot, toujours aussi méticuleux, était retourné dans le bureau de Julian, une pièce qu'il avait examinée d'innombrables fois pour enquêter sur une irrégularité subtile qu'il avait remarquée lors de sa première inspection. C'était le bureau.
Les tiroirs avaient été soigneusement inventoriés, mais un petit compartiment, presque invisible au premier abord, restait fermé. Poirot s'agenouilla, examinant le bois sculpté et le minuscule loquet en laiton. Avec une précision extrême, il déverrouilla le tiroir et le fit glisser. À l'intérieur se trouvait un petit registre relié cuir, dont les pages étaient remplies d'entrées soignées et précises. Au premier abord, il semblait s'agir de simples comptes rendus de dépenses domestiques. Pourtant, à mesure que Poirot examinait les pages, une subtile régularité se dessinait. Certaines entrées étaient codées, des montants barrés et des annotations inscrites en marge. « Ah, très intéressant !» murmura Poirot, ses petites cellules grises fonctionnant à plein régime. « Le grand livre n'est pas qu'un document financier, c'est un registre de secrets, une cartographie subtile des comportements humains, des obligations et des pressions cachées. » Il convoqua Éléanore et Mathilda pour qu'elles examinent le contenu. « Observez, mes enfants, » dit Poirot. Les entrées indiquent des sommes d'argent échangées, mais aussi des références à des lettres, des visites et des rendez-vous. Ces informations n'étaient pas destinées à être divulguées au grand public. Elles ont été dissimulées délibérément. Pourtant, elles sont essentielles pour comprendre les motivations et les opportunités. Éléanore se pencha en avant, les sourcils froncés. « Monsieur Poirot, certaines de ces entrées, elles font référence à Harrison, n'est-ce pas? Des paiements, des faveurs. Il semble qu'il ait été impliqué dans quelque chose que Julian a découvert. » Poirot acquiesça. « Exactement. Harrison, bien que officiellement un ami, était impliqué dans des affaires que Julian souhaitait dissimuler ou rectifier. Mais réfléchissez-y attentivement. Si l'implication d'Harrison est manifeste, le registre révèle également une connaissance du fonctionnement de la maisonnée, des horaires précis et des pressions subtiles exercées sur d'autres membres, des informations que seul un membre de la famille pouvait exploiter. Mathilda a désigné une note en marge. LO 7h10. Prudence. Le timing est crucial. « Monsieur, c'est le matin du meurtre ?» s'exclama-t-elle. « Oui, ma petite, » dit Poirot calmement. « Et remarquez la subtilité et la précision. Julian était conscient des mouvements, du moment et des menaces potentielles. Le meurtrier a agi en connaissance de cause, mais a tout de même laissé des traces. Même les manipulations les plus minutieuses ne peuvent effacer complètement l'erreur humaine. » Poirot s'adressa ensuite à Éléanore. « Mademoiselle, ces écritures confirment vos soupçons concernant Harrison, mais elles orientent également l'attention vers une personne qui connaissait intimement les habitudes quotidiennes de Julian. Le registre, combiné aux lettres et aux observations des habitudes, dresse un tableau des opportunités, des mobiles et des risques cachés. » Il marqua une pause, son regard parcourant la pièce. « Mes amis, notez ceci. Le moindre détail, une entrée mal datée, une ligne mal tracée, une heure erronée, révèle la précision mais aussi l'imperfection. C'est la marque de l'esprit coupable. Méticuleux certes, mais fondamentalement humain. » Lady Béatrice entra discrètement, le visage pâle mais déterminé. « Monsieur Poirot, cela signifie-t-il qu'il aurait pu avoir un autre plan que nous n'avons pas découvert ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « En effet, madame, le registre révèle que Julian avait rassemblé des preuves, consigné ses inquiétudes et anticipé les menaces potentielles. Pourtant, le coupable, sûr de ses connaissances, a agi malgré tout. Il a eu recours à la subtilité et à la désinformation, mais même la tromperie la plus ingénieuse ne peut résister à une analyse minutieuse du comportement humain, de l'écriture et du sens du timing. » Il referma doucement le registre, ses doigts s'y attardant un instant sur la couverture. « Mes amis, les dernières pièces de ce puzzle sont presque là.
L'observation, la déduction et notre intelligence nous ont rapprochés d'une compréhension absolue. Et bientôt tous les fils se rejoindront, dissipant toute ambiguïté. La vérité, précise et indéniable, est à portée de main. Dehors, le vent bruissait à nouveau dans les arbres, apportant avec lui un léger rappel que le temps, l'observation et l'intellect progressent inexorablement. À l'intérieur du manoir, l'esprit aiguisé de Hercule Poirot avait une fois de plus mis au jour une strate jusqu'alors dissimulée, un fil conducteur qui allait bientôt relier mobile, opportunité et subtile tromperie, guidant l'enquête vers sa prochaine étape cruciale. Chapitre 14. Les fils convergent. Le manoir avait retrouvé un calme relatif, mais sous cette apparente tranquillité, la tension couvait. Hercule Poirot, toujours aussi vigilant, avait passé la matinée à recouper les lettres, le grand livre et ses observations minutieuses des comportements des domestiques. Chaque élément, d'abord isolé, commençait désormais à former un tout cohérent, une véritable tapisserie de mobiles, d'opportunités et de tromperies. Poirot réunit de nouveau les membres de la maisonnée dans la bibliothèque, le dos droit, les yeux pétillants d'anticipation. Mes amis, comment c'est-il ? Nous avons observé, interrogé et examiné chaque action, chaque geste, chaque hésitation. Et maintenant, nous commençons à voir comment les fils de cette énigme se rejoignent. Il se dirigea d'un pas décidé vers la cheminée, où subsistait une légère trace d'acendre. Examinons le déroulement des événements. L'horloge du clocher s'est arrêtée à 7h15, marquant l'instant de la mort de Julian. Les observations d'hier indiquent que Sir Reginald était brièvement absent, précisément au moment où le poison a fait son effet. Une petite inconsistance remarquée par Mathilda, un tiroir qui bouge, des légers bruits, corrobore cette chronologie. Eleanor écoutait attentivement. « Monsieur Poirot, mais qu'en est-il des lettres et du registre ? Harrison semble impliqué lui aussi, au moins indirectement. » Poirot acquiesça. « Ah oui, mademoiselle, l'implication d'Harrison est réelle, mais indirecte. Il s'est livré à des manigances clandestines que Julian a découvert. » Or, l'acte lui-même, l'empoisonnement, exigeait une connaissance intime des habitudes de la maisonnée, de l'emplacement des objets et du moment précis. Seul quelqu'un vivant dans ce milieu pouvait l'exécuter sans être immédiatement repéré. Il se tourna vers la famille, son regard parcourant la pièce. Remarquez aussi les petites contradictions, mes amis. La légère anxiété de Lady Béatrice, l'hésitation de Sir Reginald et la légère trace d'acendre. Tout cela a été négligé à l'époque, mais à présent, mis ensemble, désigne inexorablement le coupable. L'observation révèle ce que la spéculation ne peut pas. Poirot s'approcha du grand livre. Il le posa ouvert sur le bureau. Les inscriptions, les notes marginales, les sommes codées et les références à des heures précises témoignent d'une connaissance des horaires, des lettres et des pressions cachées. En les comparant aux déclarations de la maisonnée, on découvre des inconsistances. Sir Reginald prétendait être dans la bibliothèque. Or, Mathilda et Eleanor ont remarqué des mouvements de sa main, imperceptibles pour lui. Le grand livre confirme qu'il en avait l'occasion et le mobile, des pressions financières, de l'ambition et la peur d'être démasqué. Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles se faire sentir. Observez aussi les lettres. La première, destinée à induire en erreur, visait à semer la peur et à semer la confusion. La seconde, trouvée dans le paquet caché, montre que Julian pressentait le danger, allant jusqu'à soupçonner la tromperie de ses proches. Pourtant, Sir Reginald agit malgré tout, misant sur la ruse et la subtilité. Le regard de Poirot s'aiguisa. Maintenant, considérez l'ensemble des preuves. Le moment choisi, l'occasion, le mobile, les fausses pistes subtiles, les réactions psychologiques et les traces matérielles. Chaque élément, pris individuellement, aurait pu nous induire en erreur. Mais ensemble, ils forment une chaîne indissoluble. La toile de mensonge se défait sous l'effet d'une observation attentive.
Les mains de Lady Béatrice tremblaient. « Monsieur, tout est si clair maintenant. » « Oui, madame. Et c'est là la leçon de l'enquête. La patience, le souci du détail et la compréhension de la nature humaine révèlent des vérités qui, autrement, resteraient cachées. Même le plus petit geste, la plus... Chapitre 15. Les dernières incohérences. Le manoir était silencieux, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur les parquets cirés et le mobilier ouvragé. Hercule Poirot se déplaçait avec sa précision habituelle, relisant ses notes, lettres et observations dans la bibliothèque. Chaque geste, chaque expression, chaque hésitation qu'il avait notée ces derniers jours se fondaient désormais en un tableau cohérent. Mais quelques incohérences subsistaient et exigeaient d'être élucidées. Poirot réunit la famille et le personnel restant dans le salon. Lady Béatrice, Éléonore, Mathilde et les quelques domestiques encore présents semblaient tendus, conscients que cette réunion était différente des précédentes. « Mes amis, » commença Poirot d'une voix calme mais autoritaire, « nous avons observé les fils conducteurs du comportement humain, le déroulement des événements et les subtiles manœuvres de diversion qui ont obscurci la vérité. Pourtant, même dans un plan minutieusement élaboré, de petites incohérences subsistent. Ce sont elles qui confirmeront la solution sans l'ombre d'un doute. » Il s'adressa méthodiquement à la famille. Premièrement, considérez la chronologie. L'heure du décès, 7h15, était précise. Les mouvements observés, le léger bruit d'un tiroir et la disposition des objets convergent vers une seule et même occasion. Pourtant, le registre et les lettres suggèrent des interactions qui, à première vue, semblaient anodines. Ce ne sont pas des coïncidences, mes amis, mais des manœuvres de diversion délibérées destinées à semer la confusion. Le regard de Poirot parcourut la pièce, perçant et pénétrant. Voici les incohérences comportementales. Sir Reginald a prétendu être absent. Or, des observations minutieuses révèlent des gestes et des expressions qui contredisent ses dires. Lady Béatrice a manifesté une anxiété subtile à des moments où elle affichait le calme. Éléonore et Mathilda ont remarqué des détails qui n'avaient pas été mentionnés auparavant, de petits indices qui trahissent une connaissance ou une exposition à des événements inhabituels. Il marqua une pause, laissant le silence s'installer, puis reprit. « Mes amis, toutes ces incohérences mènent à la même conclusion. Le crime a été commis par quelqu'un qui connaissait intimement cette maisonnée, qui en comprenait les habitudes et qui a tenté, par la ruse, de simuler la vérité. Pourtant, les subtiles erreurs humaines, un tremblement dans la main, un regard détourné, une légère contradiction dans les propos ne peuvent être effacées. Elles demeurent comme preuve. » Poirot ramassa le petit paquet de lettres cachées et le présenta à tous. Gillian, même en secret, pressentait le danger. Il a laissé des avertissements, des indices et des allusions subtiles à la pression et à la tromperie. Cela confirme que le meurtrier misait sur la confiance et la subtilité, et non sur la force brute ou la confrontation directe. Pourtant, des traces subsistent pour qui s'est observé. Il se tourna vers Éléonore. « Mademoiselle, vos observations des mouvements près de l'aile ouest étaient justes. Elles révèlent une attention, mais elles ont aussi induit une certaine attention en erreur. Cependant, combinées à d'autres incohérences, elles éclaircissent le déroulement des événements. » Le regard de Poirot se posa alors sur Sir Reginald. « Messieurs, chaque incohérence que vous avez laissée, les brèves absences, les petites erreurs, le fait de compter sur la distraction d'autrui, était un fil de la toile que vous avez tissé. Or, ces fils, examinés ensemble, révèlent la vérité sans équivoque. Votre confiance était votre défaut, car elle a engendré de subtiles contradictions que l'observateur attentif n'aurait pu déceler. » Lady Béatrice murmura en tremblant. « Monsieur Poirot, cela signifie-t-il que rien n'était vraiment caché ?»« Ah, madame, » dit Poirot d'une voix douce, « l'esprit humain est remarquable, mais non infaillible. La plus habile des tromperies est toujours trahie par le moindre faux pas. L'observation, la patience et un raisonnement rigoureux révéleront ces faux pas. La vérité, mes amis, finit toujours par se manifester, inévitablement et avec précision. » Poirot déposa les lettres et le registre sur la table, puis recula, laissant autant à la maisonnée de réfléchir. « Nous sommes arrivés au stade où toutes les incohérences peuvent être résolues, où les derniers fils de l'énigme sont prêts à être tissés ensemble. En temps voulu,
Chaque action, chaque motif et chaque tromperie seront élucidés, ne restant subsister que ce qui est réel, précis et indéniable. Tandis que le vent bruissait dans les arbres et que le clocher sonnait d'un rythme régulier, la maisonnée ressentit le poids des paroles de Poirot. Les derniers stratagèmes, aussi subtils fussent-ils, avaient été dévoilés. Et Hercule Poirot, avec son calme imperturbable et son intelligence acérée, se préparait à orchestrer le dénouement final, veillant à ce que chaque détail s'accorde parfaitement à la révélation à venir. Chapitre 16. Le rassemblement final. Le salon était agencé avec une précision délibérée. Les chaises étaient disposées de manière à ce que chaque visage soit visible pour Hercule Poirot, et le pojateur de la cheminée projetait une lumière vacillante sur le parquet ciré, créant un jeu d'ombre et de lumière saisissant. Dehors, le vent bruissait dans les arbres, et le carillon régulier de l'horloge du clocher rythmait le silence. Poirot, impeccable comme toujours, se leva pour s'adresser à la maisonnée réunie, Lady Béatrice, Éléonore, Mathilde et les quelques domestiques encore présents. Même Sir Reginald, retenu par les autorités, était présent, conscient que l'explication du détective ne laisserait aucun détail de côté. « Mes amis », commencera Poirot d'une voix calme mais autoritaire, « nous avons observé chaque action, chaque geste, chaque hésitation. Nous avons examiné lettres, registres et indices les plus subtils. Et maintenant, nous sommes prêts à reconstituer, pas à pas, les événements qui ont conduit à la tragédie de la mort de Julian Thorne. » Il marqua une pause, laissant la tension monter. L'heure du décès, 7h15, fut précise. Du cyanure fut administré, un poison à la fois rapide et insidieux. La position du chandelier, le léger mouvement du tiroir du bureau et la disposition des objets attestent avec certitude du déroulement des faits. Pourtant, ces traces matérielles ne suffisent pas à révéler les intentions du meurtrier. Poirot fit lentement le tour de la pièce, son regard s'attardant sur chaque personne à tour de rôle. Il nous faut examiner les motifs. Sir Reginald était confronté à des difficultés financières, à la crainte d'être démasqué et au poids de l'ambition. Des lettres, des écritures comptables subtiles et des observations secrètes démontrent sa connaissance des habitudes de la maisonnée et son intention d'agir sans être repéré. Il brandit le registre et les lettres. Julian, perspicace et prudent, avait anticipé les menaces potentielles. Il avait consigné les irrégularités, observé les comportements suspects et laissé des avertissements subtils. Ces documents étaient conçus pour tromper superficiellement, mais ils offrent des perspectives intéressantes à l'observateur attentif. Le regard de Poirot s'aiguisa. Maintenant, examinons les indices comportementaux. L'anxiété discrète de Lady Béatrice, l'observation d'Éléonore des mouvements près de l'aile ouest et l'attention portée par Mathilda au moindre bruit ont toutes contribué à révéler des incohérences entre les déclarations et les actes. L'esprit coupable ne peut effacer la moindre trace d'imperfection humaine. Il se tourna vers Sir Reginald. « Monsieur, chaque incohérence que vous avez laissée, les brèves absences, les petites erreurs, le fait de compter sur la distraction d'autrui, était un fil de la toile que vous avez tissé. Or, ces fils, examinés ensemble, révèlent la vérité sans équivoque. Votre confiance était votre défaut, car elle a engendré de subtiles contradictions que l'observateur attentif n'aurait pu déceler. Le redoulement final est le suivant. Sir Reginald a administré le poison à 7h15 précises, un horaire qui coïncidait avec les mouvements prévisibles de Julian. Il a eu recours à la diversion, lettre, subtilité du timing et anticipation de distraction pour dissimuler son acte. Or, comme je l'ai démontré, même le plan le plus méticuleux laisse des traces détectables par une observation attentive, une analyse rigoureuse et un raisonnement logique. Il laissa un silence s'installer. Mes amis, le dénouement de cette affaire met en lumière plusieurs vérités. La nature humaine est complexe, la tromperie est rarement parfaite, et notre bon sens, l'attention, la patience et la logique finiront toujours par distinguer le vrai du faux. Sir Reginald a agi en toute connaissance de cause et avec préméditation, mais les fils de sa supercherie ont été démêlés. La voix de Lady Béatrice tremblait. « Monsieur Poirot, tout est si précis. Comment avez-vous pu tout voir ?» Poirot esquissa un sourire en ajustant son manteau. « Madame, il ne s'agit pas de magie, mais d'observation attentive, de compréhension de la psychologie humaine et de raisonnement méthodique. Chaque geste, chaque hésitation, chaque contradiction est un indice. Il suffit de remarquer, de se souvenir et d'analyser. » Il jeta un dernier coup d'œil à l'horloge figée, puis à la famille réunie. « À présent,
Justice a été rendue. La vérité a éclaté. Que cela serve de leçon. Un esprit attentif, méticuleux et patient peut démasquer même les tromperies les plus habilement dissimulées. D'un dernier signe de tête, Hercule Poirot rassembla ses notes et, avec son imperturbable calme habituel, quitta le salon. Dehors, le vent bruissait dans les arbres et les carillons de l'horloge résonnaient régulièrement, témoignant non seulement du passage du temps, mais aussi du triomphe indéfectible de l'intellect, de l'observation et de l'infaillible quête de la vérité. Chapitre 17. Le calme après la tempête. Le lendemain matin, le manoir d'Ashcombe était plongé dans un calme qu'il n'avait plus connu depuis l'arrivée d'Hercule Poirot. La tension qui avait pesé sur la maisonnée, le malaise, la suspicion et cette peur sourde s'étaient dissipés. Pourtant, sous ce calme apparent, une délicate introspection persistait. Chaque membre de la famille, et même le personnel, ressentait le poids des événements récents et la clarté apportée par les révélations du détective. Poirot avançait lentement dans les couloirs, observant les domestiques vaquer à leurs occupations. Lady Béatrice disposait la table du petit déjeuner avec une attention méticuleuse. Éléanore s'occupait de son jardin, avec une concentration pensive. Et Mathilda époussetait discrètement les étagères de la bibliothèque, son regard se portant de temps à autre vers la cheminée où s'étaient déroulés les derniers événements de l'enquête. « Mes amis » dit Poirot d'une voix douce, s'arrêtant près de la fenêtre pour contempler les rayons du soleil matinal illuminer le domaine du manoir. « C'est dans ces moments, après la tempête, qu'on perçoit véritablement les conséquences des actes des pensées humaines. Les fils du mensonge, si subtils fussent-ils, ont été dénoués, et la justice, bien que mesurée et précise, a été rétablie. » Lady Béatrice s'approcha, le visage empreint de retenue mais de gratitude. « Monsieur Poirot, la maison semble plus légère. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser à la fragilité de la confiance, à la facilité avec laquelle l'ambition et la peur peuvent mener à la tragédie. » Poirot inclina doucement la tête. « Oui, madame. La confiance, comme le verre, est fragile. Une fois brisée, elle ne retrouve peut-être jamais sa transparence originelle. Pourtant, la recherche de la vérité rétablit l'ordre, même si des cicatrices subsistent. L'observation, la patience et un raisonnement rigoureux nous permettent de concilier les imperfections humaines avec la justice et la compréhension. » Éléanore s'approcha, les mains jointes. « Et nous autres ? Comment devons-nous procéder, sachant avec quelle facilité le mensonge s'est installé ?» Le regard de Poirot s'adoucit. « Mademoiselle, la prise de conscience est le premier pas. L'observation attentive, le souci du détail et une confiance tempérée par la prudence, voilà les leçons à retenir. On ne peut changer le passé, mais on peut guider l'avenir par la raison et la vigilance. » Mathilda, pensive et silencieuse, prit enfin la parole. « Monsieur, il y aura-t-il toujours des mystères à percer ?» Les lèvres de Poirot esquissèrent un léger sourire énigmatique. « Ah, ma petite, le monde est plein de mystères, certains petits, d'autres grands, mais tous exigent d'un esprit qu'il agisse, qu'il observe et qu'il raisonne. Et le rôle du détective n'est pas seulement de révéler la vérité, mais de rétablir la clarté là où règne la confusion et la peur. » Après un dernier coup d'œil au manoir, Poirot prit ses notes et son manteau. Il s'arrêta sur le seuil, contemplant une fois encore le clocher dont les aiguilles immuables marquaient le passage incessant du temps. « Mes amis, les petites cellules grises ont triomphé. L'ordre est rétabli et les fils du mensonge ne sont plus emmêlés. La vie peut reprendre son cours, enrichie par les leçons de l'observation, de la justice et du raisonnement rigoureux. » Alors qu'il sortait, le vent s'agitait dans les arbres, emportant avec lui le léger parfum des fleurs du jardin et de la rosée fraîche. La silhouette de Poirot, petite mais d'une prestance irréprochable, s'éloigna le long du chemin de gravier, laissant Ashcombe Manor baigné dans la douce lumière de l'aube. Les habitants observaient en silence, conscients que le calme après la tempête n'était pas seulement l'absence de chaos, mais aussi la présence de la perspicacité, de la lucidité et du triomphe discret de l'intellect sur la tromperie. Chapitre 18. Départ et dernière réflexion. Le soleil, bas sur Ashcombe Manor, baignait le domaine d'une douce lumière dorée. Le léger bruissement des arbres dans la brise du soir semblait refléter le calme qui s'était installé dans la maisonnée. Après des jours de tension, de révélation et de réflexion,
La vie avait repris son cours paisible, même si chaque membre de la famille gardait en mémoire les événements récents. Hercule Poirot, impeccablement vêtu comme toujours, se tenait au bord de l'allée de gravier. Les habitantes du manoir, Lady Béatrice, Éléonore et Mathilda, s'étaient rassemblées pour lui faire des adieux, leurs expressions mêlant gratitude, admiration et une contemplation prolongée. « Monsieur Poirot », commença doucement Lady Béatrice, la voix empreinte de révérence, « nous ne saurions assez vous remercier. Vous avez rétabli la clarté là où régnait la confusion et révélé des vérités que nous pouvions à peine imaginer. »« Je ne fais que mon travail, madame », tâtonna Poirot. « Mais aussi l'observation, l'honnêteté et la vigilance de tous ceux qui y participent permettent de discerner la vérité. Les petites cellules grises de l'esprit sont puissantes, certes, mais elles doivent être guidées par la patience et le souci du détail. » Éléonore s'avança, le regard pensif. « Et les leçons, la façon dont nous nous percevons les uns les autres, demeureront-elles ?»« Ah, mademoiselle, » répondit Poirot, « les leçons demeurent. La confiance, l'observation et le raisonnement rigoureux sont toujours précieux. Le souvenir de la déception est instructif, mais le triomphe de l'intellect sur l'erreur humaine l'est autant. Et souvenez-vous, même dans le foyer le plus paisible, les subtilités de la nature humaine peuvent révéler ce que les mots dissimulent. » Mathilda, serrant contre elle un petit carnet qu'elle avait commencé à tenir pour ses propres observations, murmura « Monsieur, il y aura-t-il toujours des mystères à percer pour vous ?» Les lèvres de Poirot esquissèrent leur sourire discret habituel. « Oui, ma petite, le monde est une tapisserie de comportements humains, plein de complexité, de contradictions et de vérités cachées. Il y aura toujours des affaires, des énigmes et des mystères. Et l'esprit attentif, observateur et patient, continuera de déchiffrer les fils qui mènent à la clarté. » Il jeta un dernier regard la Ashcombe Manor, dont le clocher se dressait, sentinelle dans la lumière déclinante, son carillon régulier et immuable. « Mes amis, la vie continue. Le passé, bien que parfois douloureux, nous a appris des leçons. Le présent, bien que serein, s'enrichit de compréhension. Et l'avenir nous attend, guidé par la raison et la quête de la vérité. » D'un dernier signe de tête, Hercule Poirot leva sa canne, ajusta son manteau et s'éloigna lentement sur le chemin de gravier qui menait du manoir. Sa silhouette menue se déplaçait avec une dignité sereine, disparaissant petit à petit dans la brume dorée du soir. Derrière lui, le silence régnait dans la maisonnée, chacun songeant à la précision, à la perspicacité et au génie discret du détective belge qui avait rétabli l'ordre dans leur vie. Alors que les derniers rayons du soleil s'éteignaient sur le domaine, le manoir demeurait paisible, témoignant du triomphe de la raison sur le mensonge, de l'intelligence éclairant le mystère et du pouvoir infaillible de l'observation. Hercule Poirot, toujours vigilant et toujours précis, était parti. Mais les leçons qu'il avait transmises et la clarté qu'il avait apportée demeureraient à jamais au manoir d'Ashcombe.